tout le monde et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, une semaine complète, sans jour férié, c'est trop nul. J'espère que vous allez bien. On est lundi et je suis dans la salle de danse parce que j'ai des écoles ce matin qui viennent me voir. Voilà, je vais reprendre juste ensuite Requiem pour la Dame Blanche de Éric Foissier, c'est publié chez Albin Michel. Il est sorti. Un doute. Je crois qu'il est sorti genre le 6, peut-être la semaine dernière. Et c'est trop bien. Et c'est très intéressant. Toujours très bien renseigné. Historiquement, là on est en 1916 dans la baie de Somme avec des pilotes qui font la guerre en fait et qui doivent abattre d'autres avions allemands. Et il va y avoir un homme qui s'appelle Saulx, je sais pas comment ça se prononce, S-A-U-L-X, Saulx, qui va être abattu. Et en fait, on va le retrouver dans un état un peu particulier, c'est-à-dire qu'il a un couteau, je crois, une lame plantée dans la gorge et des fleurs à ses pieds. Voilà, donc c'est pas un truc c'est pas ordinaire. Et on ne saura jamais résoudre ce mystère. Et puis, 15 ans plus tard, certains de ses collègues vont être rappelés pour résoudre ce mystère parce qu'on a retrouvé un élément, il y a Saint-Léger, un des personnages, qui aurait retrouvé des éléments pour résoudre ce mystère, cette mort mystérieuse. Et on en est là, et on découvre là, grâce à un personnage, une dame qui s'appelle Sibylle, qui est appelée la Dame Blanche, et qui était chanteuse, comédienne, qui se produisait dans des salles parisiennes. Et voilà, j'en suis là, je suis en 1931 même, je crois. Je suis à la page 92, c'est trop bien, c'est passionnant. Je crois que c'est 31, parce que c'est 15 ans plus tard, oui, donc 1916, 1931. Ouais, janvier 31, tout à fait. Voilà, donc j'en suis là. Il va me faire une bonne partie de la semaine. J'aime beaucoup la plume d'Éric Foissier. Je suis fan du Bureau des Affaires Occultes. J'ai hâte de le voir à Créteil en poche pour lui prendre le tome 4. Et je pourrais peut-être pas faire dédicacer celui-là parce que, en fait, on peut. C'est quelqu'un de YouTube qui m'a dit en commentaire qu'on pouvait prendre que 2 livres à faire dédicacer. Et je suis deg, donc j'en ai 6 à faire dédicacer. Donc je sais pas comment je fais. Soit je traîne mon mari, soit je choisis. Ça va être dur. Ou alors je fais l'aller-retour, je fais le matin avec 2 livres. Et je rentre chez moi et je repars l'après-midi avec 2 autres livres. J'en suis capable, faut pas me chercher. Je suis tout à fait capable de faire ça. Ou alors je demande à mon mari de passer dans la journée et de me ramener les 2 autres bouquins. Ce qui est parfaitement possible. Voilà, j'ai pas actualisé la liste. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes en dédicace, mais j'ai surtout vu qu'Éric Foissier était aussi à Escargot Noir, et je me tâte vraiment. Déjà, je voulais pas forcément y aller parce qu'il n'y avait pas tant d'auteurs que ça qui me tentaient, c'est quand même à 1h30 de route. Mais il y a quand même Laure Rollier qui me tente beaucoup. Son dernier, j'ai envie de le prendre, et du coup, Éric Foissier aussi pour acheter, ou alors j'achète le Bureau des Affaires Occultes en juin, et je vais faire dédicacer celui-là. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le voir 2 fois? Non. Je peux juste en juin lui dire que j'ai adoré la Requiem par la Dame Blanche, lui faire décasser un papier et le glisser à l'intérieur. C'est aussi possible de faire ça. Hein. Donc voilà, mais je vais voir. En tout cas, en plus, il est gros. Donc, je ne sais pas. Bref, je peux peut-être demander aussi à Adeline de Albin Michel s'il est ailleurs en dédicace, peut-être sur Paris. Oh, je vais regarder l'agenda d'Albin Michel. Ouais. Peut-être en librairie, ça peut être cool. Peut-être à la Griffe Noire même. Bref, voilà, je vous dis mes pensées, mais ça peut être tout à fait possible. Voilà, en tout cas, je continue ça. En audio, je suis toujours dans le Talisman de Stephen King, et ça y est, nous sommes dans les territoires. C'est une espèce de monde parallèle dans lequel Jack Sawyer va devoir trouver un talisman pour sauver sa mère qui est malade. Et il va trouver dans ces territoires des personnages jumeaux, à son monde, qui va retrouver dans l'autre monde, qui ont une fonction différente, en fait, un habit différent. Voilà, j'adore, j'aime trop, c'est trop bien, c'est tellement King, c'est tellement la tour sombre, en fait, c'est tellement ça, c'est ça qu'il faut que je regarde. S'il y a un lien avec la tour sombre, j'en suis sûre, je suis persuadée qu'il y a un lien avec la tour sombre, mais en tout cas, voilà, c'est tellement riche à chaque fois. Trop bien. Voilà, et bien écoutez, je vous reprends probablement demain, comme ça je vous donnerai peut-être des nouvelles du Éric Foissier, et puis j'aurai peut-être reçu également des choses dans la boîte aux lettres. Donc je vous ferai un petit update. On est jeudi matin, je vous fixe un petit peu mieux, parce que là, sur le trépied, c'est pas fou. Voilà. Alors, j'ai fini Requiem pour la Dame Blanche de Éric Foissier, publié chez Albin Michel. C'est un très bon bouquin, c'est bien ficelé, c'est un huis clos à la Agatha Christie et c'est bien fait. On est avec 6 personnages qui donc enquêtent sur la disparition mystérieuse, enfin le meurtre
la mort mystérieuse de Albert Solux pendant la Première Guerre mondiale en 1916, qui va se retrouver avec un poignard planté dans la gorge et une baïonnette, peut-être, ou un poignard, et des roses à ses pieds. Et donc, il va y avoir un mystère autour de ça, et il va y avoir un personnage central qui est Sibylle de Gretz, qui est surnommée la Dame Blanche. Et cette Dame Blanche a un lien avec chacun des personnages qui vont se retrouver 15 ans plus tard pour enquêter sur ce meurtre. Ils vont se retrouver chez un des personnages qui s'appelle le colonel Saint-Léger, je crois, qui aurait des indices sur cette mort-là et qui va du coup vouloir mener l'enquête avec eux et peut-être en dénoncer certains. Et en fait, ce moment-là de retrouvailles et d'enquête va amener à beaucoup de révélations en ce qui concerne la Dame Blanche et chacun des personnages. C'est très bien fait, mais ce n'était pas pour moi, parce que, comme je vous le disais il y a quelques temps, je me suis rendu compte que j'aimais moins les romans c'est vraiment du pur policier en fait. Les romans avec des enquêtes m'attirent moins que juste le thriller psychologique, sans forcément l'enquête. Et du coup, là on est vraiment dans une pure enquête, totalement Agatha Christie, et c'est vrai que moi Agatha Christie, je me rends compte que c'est pas trop mon truc. Donc voilà, pour les fans du genre, c'est une pépite, vraiment c'est bien écrit, c'est super bien recherché, c'est un excellent bouquin, mais moi ça m'a pas vraiment touchée. Il y a eu une révélation, je me suis dit d'accord, bon, ok. Et j'attendais beaucoup plus de choses en fait, peut-être beaucoup plus de psychologie, beaucoup plus d'angoissant, beaucoup plus, voilà, c'est pour moi assez en surface, mais c'est mon avis personnel. Et la révélation finale, enfin, comment dire, ouais, la révélation, le dénouement est un énorme puzzle, donc c'est super bien fait encore une fois, mais il m'a manqué des trucs, beaucoup de choses. Et puis j'ai eu un espèce de creux à peu près au milieu, où je me suis dit, il se passe pas grand chose, effectivement, c'est assez lent, mais je reconnais totalement le talent de l'auteur, je le dis dans ma chronique, pour faire des romans... alors c'est pas un page turner, je pense, bon, il y a quelques petites révélations, mais ça accapare pas mal, on veut savoir la suite, c'est bien fait, c'est bien écrit, donc je reconnais que c'est vraiment un très très bon bouquin, mais il n'était pas pour moi, voilà, c'est pas grave. J'aurai grand plaisir à continuer le Bureau des Affaires Occultes, d'ailleurs je vais m'acheter le tome 4 à Saint-Maur-en-Poche, Créteil-en-Poche, pardon, fin juin, et puis voilà, mais bon, c'est très bien. Je suis contente de l'avoir lu, d'avoir découvert autre chose de l'auteur, parce que je sais qu'il a écrit aussi d'autres sagas, donc je serais curieuse d'en lire d'autres, mais celui-là n'était pas pour moi. Je pense que c'est un one-shot, voilà, il n'y a pas besoin d'en lire d'autres de lui pour lire celui-ci. En tout cas, n'hésitez pas, il est très bien. Et j'ai commencé hier soir La véritable histoire du Kraken de Fabio Genovesi. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? J'ai même pas regardé. Je ne sais rien de lui. Je ne sais rien. Et il n'y a rien. Il n'y a même pas de remerciement? Mais non. Mais si. Il n'y a même pas. Il n'y a rien. Ok. Bon. C'est pas grave. Donc c'est chez Hestia et compagnie. Et Hestia et compagnie, alors je ne saurais pas vous dire si c'est anciennement Slatkin ou alors une collection de Slatkin. Mais j'ai cru voir sur le site que en fait Hestia est un nom qu'aurait choisi Luca Di Fulvio, je crois, pour peut-être une future collection chez Slatkin, mais encore une fois j'ai pas trop cherché, et donc je pense que c'est un hommage à Luca Di Fulvio, Hestia. Et voilà, donc La véritable histoire du Kraken est sortie il y a 2 ans. Je l'ai reçu, ouais c'est ça, 2023, je l'ai reçu il y a 2 ans, et je m'étais dit, ah ça a l'air pas mal, et puis il est resté dans ma palle pendant 2 ans. Donc ce qui est bien avec moi, c'est que vous avez de la nouveauté qui vient de sortir, et de la vieillerie. Mais ça n'en est pas moins formidablement intéressant, c'est assez étonnant, parce que là on se dit la véritable histoire du Kraken. Le Kraken c'est lui, c'est un gros poulpe, le Kraken qui a fait un petit peu l'histoire, qui a inspiré Jules Verne. Alors moi j'y vois aussi Lovecraft dans Cthulhu, parce que c'est un espèce de gros monstre géant qui ressemble un peu à un calamar, mais en fait je pense qu'il va pas en parler. Il faudrait quand même que je me renseigne un petit peu mieux sur Cthulhu, et du coup bah, là on parle du Kraken, de cet énorme monstre. Alors ça me fait aussi penser à Pirates des Caraïbes, parce que je crois qu'il y a le Kraken dans Pirates des Caraïbes. Donc un monstre marin, voilà. Donc c'est en 1841, un navire français, l'Alecton, qui croise pour la première fois un kraken. Le capitaine Boyer se déroute et rapporte la chose à terre. L'Académie des sciences décrète qu'il s'agit d'une chimère. Qu'on l'appelle kraken, soubraque, poisson-île, grand inconnu, amba-zombie ou calamar géant, ce monstre mythique des abysses mesure la taille de 10 hommes. Il ne peut donc pas exister.
Entre réalité et légende, de l'Antiquité à nos jours, Fabio Genovesi déroule à sa façon, souple et rythmée, comme la danse du kraken, la véritable histoire d'une créature mythique à laquelle il voue depuis l'enfance une admiration tendre et poétique. Un drôle de voyage dans une nature dévastée par les hommes, un plaidoyer pour la différence, une invitation à s'affranchir des certitudes en laissant triompher l'imaginaire, l'inimitable talent d'un très grand écrivain italien né en Toscane avec la mer pour horizon. Et effectivement, je l'ai commencé hier, j'ai déjà lu 60 pages, il se lit vachement bien, et il y a un parallèle à chaque chapitre entre son histoire à lui, quand il était petit avec sa nonna et sa grand-mère, et le lien avec le kraken, et le lien avec l'histoire et ce calamar géant. Donc, j'ai déjà mis 3 post-it, non pas pour le kraken, mais pour l'histoire de Fabio. Il y a des passages qui ont beaucoup résonné en moi, je vais vous les lire, qui sont très très forts, et en fait qui sont pas forcément... qui sont en lien indirect avec le kraken, notamment sur le mot « désormais ». Il dit « désormais ». C'est l'expression qui tue et qui ne se démode jamais. « Désormais » a toujours servi de prétexte pour rester, ne rien faire, ne rien changer. Un simple adverbe pour remplir une vie de frustration jour après jour jusqu'au dernier. Un simple mot pour se dire qu'il est trop tard pour être heureux désormais. Combien de fois nous plaignons-nous de notre travail, de nos choix, du mari, de la femme, de l'amant, de tout ce qui nous entoure? On dit des choses stupides comme « l'enfance était le moment le plus beau, le plus libre, le plus insouciant », ce qui est évidemment faux. Comment peut-on être si libre? Comment peut-on être libre si on doit sans cesse se demander la permission aux parents, aux profs, aux catéchistes, aux adultes en général? C'est lorsqu'on grandit qu'on est vraiment libre. On n'a plus à obéir à personne, on peut dessiner sa vie. Seulement, on la dessine comme une merde. Enfant, nous gardons nos rêves pour nous. Il est encore trop tôt, on attend d'être grand pour les réaliser. Et en grandissant, on se dit que c'était des rêves d'enfant. On remplit des journées d'obligations, de contraintes, de tous ces trucs que nous n'aimons pas et qui nous rendent malheureux. On voudrait encore changer, mais on ne change rien du tout. Il est trop tard désormais. Voilà l'arnaque, encore trop tôt et trop tard. Il devrait y avoir une longue plage de temps qui serait libre et lumineuse, et on ferait ce qu'on veut, mais personne ne la trouve jamais. Au lieu de quoi, tout le monde trouve un tas d'excuses. On est trop jeune, on est trop vieux, ou malchanceux, différent, né au mauvais endroit. Ou alors ce sont les autres qui sont mauvais, ils sont jaloux, ils sont pistonnés. Autant d'excuses pour ne rien faire. Ça me parle beaucoup en fait, c'est une réflexion hyper générale et en même temps très pointilleuse je trouve sur la vie finalement. Et il y en a une autre qui m'a interpellée. Hop, c'était où? C'était là. C'est peut-être pour cela qu'on les aime tant quand on est gosse, ces histoires. On n'a pas encore oublié que ce sont elles qui nous ont mis au monde. On vient de naître. Et puis, en grandissant, elles ne nous intéressent plus. On les traite de contes de fées, on arrête d'écouter, on gâche sa vie avec d'autres fables qui s'intitulent carrière, prestige, réputation, célébrité, pouvoir. Tout droit, tout triste, jusqu'au dernier jour où on fait ses adieux ici-bas pour aller on ne sait où. On a peut-être même fait un testament pour laisser en héritage ce qui reste tant de sacrifices, alors qu'il n'en restera de nous sur cette terre que le souvenir qu'on aura laissé dans le cœur des autres, les récits de ce qu'on a fait de bien et de moche, nos histoires. Elles nous ont fait naître et grandir, elles nous maintiendront un peu en vie quand nous serons partis. J'aime bien. J'aime bien, alors c'est pas le kraken, hein, mais c'est des réflexions de vie assez intéressantes. Donc en fait, il alterne comme ça entre des chapitres là-dessus, sur la vie, sur lui, sur tout ça, et des chapitres avec le kraken, avec notamment un catholique aussi qui s'appelle Don je sais pas quoi, Don Negri, voilà, qui est le premier à nommer le kraken, le calamar géant, le kraken. Donc c'est assez intéressant. Et un poisson de taille immense, de forme plate et ronde, avec des cornes, des bras à chacune de ses extrémités pour agripper les bateaux des pêcheurs. Il remonte du fond de la mer très lentement, touche la barque avec le dos et la grippe d'un seul coup. Voilà. Donc on a ce mystère, cette masse qui ressemble à un poulpe énorme et qui semble improbable, impossible, ne pas exister parce qu'il est beaucoup trop gros pour que l'humain accepte qu'il existe. Donc on va partir dans le songe, dans le rêve, dans l'imaginaire, tout ça, et c'est super bien fait. J'aime beaucoup, je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à un truc un peu documenté justement, presque factuel sur le kraken, les découvertes, machin, et bon peut-être hein, peut-être que c'est ça en fait, parce qu'il me reste quand même 150 pages, mais j'aime bien la manière dont c'est approché, voilà. Donc il fait quand même... Enfin, il fait seulement 222 pages. Comme j'ai déjà lu 60 pages et que je prends les transports ce matin, il y a moyen que je l'avance beaucoup aujourd'hui et que soit je le finisse aujourd'hui, soit je le finisse demain. Et ça sera bien. Et je suis bien contente de le sortir parce que de base, je savais qu'il pouvait me plaire. Et ce qui est bien, c'est que je me connais. Donc a priori, il y a 80% de chances que je me dise, quand je reçois un bouquin, ah bah celui-là, il est pour moi. Ok, donc ça va marcher. Et là, ça marche.
Mais il y a aussi des chances pour que je me dise « Ah, ce bouquin est génial » et puis en fait, il ne me plaît pas du tout. Ou inversement, « Ah non, ce bouquin, bof » et puis je vois une chronique et je me dis « Ah, finalement, il a l'air cool » et en fait, c'est un coup de cœur. Donc voilà, bah écoutez, je vous retrouverai pour débriefer celui-là. Et puis à part ça, bah écoutez, rien de spécial, rien dans la boîte aux lettres. J'en attends... Ah si, j'attends les escales. J'attends la rentrée littéraire des escales. Et j'attends le Amélie Antoine aussi, qui est sorti. Il y a eu des petits soucis au niveau des envois, donc ça c'est pas très grave. Je le recevrai peut-être la semaine prochaine, et il n'y a pas de souci. Et sinon, j'attends quoi? Je sais plus. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ouais. Donc voilà, mais j'avais reçu beaucoup de choses la semaine dernière, le week-end dernier, donc c'est bien, ça fait un peu baisser la palle et préparer tout doucement Créteil en poche. Donc j'ai hâte, j'ai tellement hâte, ça va être trop bien. Ça va être horrible, ça va être l'anarchie de la palle. Mais bon, c'est quand même... En fait, j'ai regardé encore le programme des auteurs de Créteil en poche et je me dis, il y a tout le monde en fait. Ne cherchez pas. Vous aimez les livres? Vous voulez voir des auteurs? Allez à Créteil en poche. Il y a tout le monde. Vraiment. Vraiment. Il y a même François Hollande. C'est formidable. Il y a Bruno Solo, François Hollande. Enfin, c'est... Waouh. Mais non, franchement, ça va être assez dingue. Et il faut que je prépare un peu ma liste. Parce que vu qu'il n'y a que 2 livres à emmener, je vais voir comment je m'organise. Mais ça peut être très très cool. Voilà, donc au programme de cette fin de semaine, le Kraken. Et ensuite, je commencerai les Mystères de Marseille de Zola. Qui n'a absolument rien à voir avec le Kraken bien sûr et qui fait quand même un peu plus de 500 pages et puis moi c'est du Zola donc c'est un classique donc il faut prendre son temps et j'aurai le temps de savourer Zola et puis on arrive doucement à la fin du mois après parce que j'ai Bluebird de Attica Locke, Les Disparus de Saint-Angèle, le Amélie Antoine que je me suis mis et puis après on basculera sur juin avec Everglades de R.J. Ellory. Je l'avais mis en mai mais je pense que j'aurai pas le temps de le lire étant donné que La Disparue de Saint-Angèle, je voulais le caler quand même avant, vu que c'est un service de presse et qui sort le 22 mai. Je le lirai pas pour la sortie, mais bon, comme ça au moins je le chronique dans la foulée de la sortie. Et puis Everglades, de toute façon c'est moi qui l'ai acheté, donc je le lis quand je veux. Mais étant donné que R.J. Ellory est aussi à Créteil en poche, ce qui serait cool, c'est que je... Ah maintenant je pourrais pas le prendre. Je voulais faire dédicacer Le Secret de Joseph Conrad, mais... Si j'ai 2 livres à emmener seulement à Créteil et que déjà je galère parce que j'en ai 6 à emmener, je vais pas m'embarquer dans un 7e livre, donc je pourrais pas le faire dédicacer. Bon, c'est pas grave, R.J. Ellory on dédicace assez souvent, donc c'est pas très grave. Et puis en juin, j'ai Le Baiser de la Demoiselle, Les Suppliciés d'Apoigny, Du Nouveau Monde. Je voulais passer une exécution à l'audio après Talisman. Je vais essayer de lire La Meute, je vais essayer de lire L'Iguane de Carlo Lucatelli, je crois. Et puis Tant de nuances de pluie aussi, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Et le Flavia des Luce chez Verso qui a l'air trop bien. Et puis là, j'ai toute ma palle prioritaire qui est passée. Donc, on n'en est pas là encore, hein, mais concrètement, ça va. Et puis Nobaye en juillet. Après Créteil en poche. Le lundi 30, on va mettre ça à partir du mardi 1er, par exemple, je pense, pour tout l'été. Et puis on va se faire comme d'hab, voilà, un petit tableau. Comme d'habitude depuis 2 ans, on se prend pas la tête, c'est toujours la même formule. Je vais pas innover, vous me connaissez, donc si vous voulez participer au Nobaye, et ben vous répondrez à mon appel sur Instagram en story, et puis on se fera un groupe comme d'hab. Il y en a qui sont là tous les ans, il y en a qui sont là aussi au Nobaye hivernal, Nobaye de la rentrée, tout ça quand on fait des Nobaye. Donc c'est cool, et puis on papote, et puis il y en a qui craquent, et puis c'est pas grave. Donc c'est toujours des bonnes discussions qu'on a en groupe, et c'est très chouette. Mais c'est vrai que moi, mon objectif étant de ne plus avoir de palle, je sais que grâce au Nobaye, j'avais quand même vachement baissé ma palle. L'an dernier, ma palle prioritaire était descendue à 5 à la fin de l'été, et donc j'avais remonté des livres de ma palle non prioritaire dans ma palle prioritaire, et je fais la même chose, puisque celui-là, c'était dans la palle non prioritaire, et il y en a quelques-uns aussi là qui sont dans la palle non prioritaire, mais voilà, petit à petit, on y arrive, et ça me fait penser, il est où? Ah, je crois qu'il est là-bas. Christelle Duchamp avait écrit un premier ouvrage, récit, qui est très grand, qui a des coordonnées géographiques en guise de titre, donc je ne sais pas le titre, et qui parle justement un peu de cette bête, du Kraken, mais plus dans le mythe de Cthulhu, parce qu'elle est fan de Lovecraft aussi, et donc ça me tente vachement. Parce que j'aurais tendance à le sortir après celui-là, en fait, parce qu'il y a quand même un lien, en fait. Donc, voilà, mais bon, on n'en est pas là. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous reprends probablement demain, parce que demain... non, pas demain. Oh, je sais pas.
Peut-être samedi. On fait quoi samedi? Peut-être samedi. De toute façon, je conclurai sûrement dimanche, comme ça j'aurai un petit peu de contenu littéraire quand même à vous présenter avec ça, et peut-être Zola que j'aurai commencé, et peut-être des ouvrages que j'aurai reçus, je ne sais pas. On est toujours jeudi et je suis partie donc ce matin récupérer des costumes et je suis tombée sur une jolie petite boulangerie avec un beau panneau vantant les mérites du nouveau cookie matcha chocolat blanc sésame noir. J'ai fait ok, on arrête tout, j'y vais, je goûte. Donc je suis allée chercher mes costumes et puis après j'y suis allée en disant bon allez, je vais goûter ça. Je me suis posée, j'ai lu un petit peu, c'était trop bon. C'était un peu fat, c'était trop bon, franchement, j'ai kiffé, donc c'est très bien. Voilà, je suis nulle en cuisine et je ne sais pas faire de cookies, mais je sais que j'ai du matcha, donc potentiellement je pourrais acheter du matcha spécial cuisine pour faire des gâteaux au matcha, des cookies au matcha. Mais moi, le matcha, je l'aime à boire en fait. À manger, c'est bon, ça me va, mais je suis pas une férue. Et puis en plus, à la maison, il y aurait probablement que moi qui en mangerais. Si, peut-être mon mari. Parce que mon fils, il voit des cookies verts, il y va pas. Hein. Franchement, pour lui, les cookies, c'est chocolat, chocolat, chocolat. Donc non, ça serait que pour moi et mon mari. Éventuellement, il est pas très sucré, donc je suis même pas sûre qu'il aime. Mais en tout cas, c'était bien bon. Et ensuite, je suis partie faire un petit tour, parce que c'était Place Clichy, à la librairie de Paris, en me disant, j'ai du temps, je vais traîner. Et puis j'ai vu 1000 livres qui me tentaient. Je cherchais, pour tout vous dire, le livre de Matou, qui sort aujourd'hui, qui s'appelle « Ces choses qu'on dit ou qu'on dit pas ». « Ces choses qu'on dit », je crois. Il me tente beaucoup, il est sorti chez Robert Laffont et voilà, c'est le genre de bouquin fulgurant.
qui, quand il sort, me font dire « Ah, je le veux !» Ah, ça doit être trop bien, il va me plaire, c'est sûr, je le lis vite, il se lit vite, j'ai trop envie de l'acheter. Et donc, j'y allais pour ça, en me disant, allez, si je le trouve, je le prends, et basta, quoi. Et je ne l'ai pas trouvé. Alors, je ne l'ai pas beaucoup cherché, j'avoue. Mais il n'était pas sur les tables, alors qu'il sort aujourd'hui. Alors, est-ce qu'ils ne l'ont pas encore reçu? Peut-être qu'ils l'ont mis, qu'ils l'ont reçu et qu'ils ne l'ont pas encore mis sur les étals. Mais je me suis dit, tiens, c'est dommage, en fait, parce que, bon... Après, je vous dis, j'ai pas beaucoup cherché, je ne sais pas où chercher, parce que c'est un roman... C'est contemporain, en même temps il y a de l'humour, en même temps c'est une illustratrice, donc je sais pas où ils le mettent finalement. J'ai quand même fait quelques allées. Et puis j'ai repéré plein de bouquins, plein, beaucoup trop. Beaucoup trop. Alors j'ai vu notamment Mona et son manoir, ou Mona dans son manoir, de Armistine Maupin, qui était hier à la Grande Librairie. Et c'est vraiment un auteur que je suis sans suivre parce que j'avais commencé les chroniques de San Francisco, j'avais lu les 4 premiers quand j'avais 20 ans à peu près, et je les avais dégommés et j'avais adoré, et je me rappelle que d'un élément, enfin de plusieurs éléments, mais surtout un élément majeur. Je vais pas vous en parler parce que c'est du spoil, ça concerne Michael, et je me rappelle de ça, et pourtant cet événement-là arrive vraiment tard en fait, et je pense que ça va arriver là, donc peut-être que j'avais lu 5 tomes, parce que j'ai lu le résumé du 5e tome et ça en parle. Donc peut-être que finalement ça spoil ou pas, bref. Mais je ne vais pas vous le dire, cherchez vous-même si vous voulez, ou laissez-vous tenter par la saga. Mais ça m'avait vraiment marqué, et je me disais qu'à l'époque, ça devait quand même avoir eu un sacré impact d'écrire sur l'homosexualité, sur le transgenre, sur tout ça, parce que Anna Madrigal est une femme particulière, parce que Mona est une jeune fille particulière aussi, Michael est top, enfin voilà, et tous les personnages ont vraiment leur caractère propre et leurs caractéristiques propres. C'est ça qui construit vraiment la saga, c'est tous ces personnages-là qu'on va suivre de tome en tome. C'est des tomes assez courts qui font 350 pages, il y a un peu d'humour, les chapitres sont courts, mais c'est vraiment un élan de vie à San Francisco, dans ce quartier-là, et puis on suit l'histoire des personnages comme ça, et c'est vraiment... c'est une très belle saga, c'est une vieille saga, mais finalement qui est vachement actuelle, parce que les thèmes abordés sont malheureusement encore trop actuels. C'est des thèmes qui ne devraient pas avoir lieu à débat actuellement, et ça devrait juste être des histoires qu'on savoure et qu'on apprécie, pas qu'on pointe du doigt parce qu'il y a de l'homosexualité, parce qu'il y a du transgenre, parce que... Voilà, parce que ça se passe aux États-Unis, et que bien sûr on sait la situation maintenant actuelle, malheureusement, des États-Unis, et du genre, entre guillemets avec un gros G, aux États-Unis, malheureusement, et de toute cette espèce de discrimination, en fait, malheureusement, qui va beaucoup trop loin, en fait. Et quand on lit cette saga-là, on se dit, bordel, mais ça serait tellement plus simple si juste on arrêtait de juger les gens, quoi, tout simplement. Voilà, bref, donc j'ai hâte de lire mon petit tome de San Francisco, et donc moi je suis au tome 5 cet été. Le 10e vient de sortir, alors il se passe en Angleterre, donc il se passe plus à San Francisco. Je pense qu'il a un peu étiré la saga, qu'il a fait un petit peu sortir de ses gonds, San Francisco, pour l'exporter ailleurs. Et en même temps, les personnages ont grandi, ils ont évolué, tout ça, donc ils sont partis peut-être de Barbary Lane, je crois. Ah, ça me revient comme ça, je crois que c'est Barbary Lane. Mais voilà, peut-être qu'il a un peu étoffé le truc. Et ça me faisait bizarre de le voir à la télé, je trouve qu'il a vieilli. Moi je l'avais vu il y a 2 ans, 2 ans et demi maintenant, au Festival America, et j'ai pris sa biographie, son autobiographie qui s'appelle Mon autre famille, où il parle beaucoup justement des chroniques, où il parle de lui, de son rapport à cette saga, de son rapport à la vie, aux rencontres, à tout ça, et je m'étais dit que je le lirais à la fin de toute la saga. Donc en fait j'ai encore potentiellement 5 ans avant de lire ce bouquin, puisque j'ai encore 5 tomes à lire pour... 5, 6, 7, 8, 9 et 10, donc 6 tomes. Donc dans 6 ans, je lirai Mon autre famille, sauf s'il a écrit d'autres chroniques de San Francisco d'ici là. Mais voilà, je l'avais trouvé plus en forme il y a 2 ans, et je le vois vieillir, et ça me fait peur en fait, parce que voilà, c'est comme ça, c'est la vie normale. Mais ouais, c'est un auteur qui a toujours été là depuis 20 ans, plus de 20 ans, finalement que j'ai jamais connu, et que j'ai eu la chance de rencontrer, mais une chance immense, parce que c'est quand même un auteur qui est hyper connu, Armistine Maupin, ne serait-ce que pour ça finalement, et je pense qu'il est même beaucoup plus connu aux États-Unis qu'en France, quoique, je sais pas, mais ouais, et du coup, j'avais vraiment eu la chance, je mesurais la chance de le rencontrer, quoi, et j'avais été très très intimidée, et on avait échangé 2 mots, enfin presque rien, parce que lui, je le sentais timide, et ça me fait plaisir de le revoir encore à la télé, de voir qu'il sort un nouveau bouquin, et que voilà, je suis trop fan, donc je suis bien contente. C'est pas une de mes sagas préférées, mais c'est une saga qui me
qui m'habite en tant que lectrice depuis très longtemps finalement, et que j'ai eu plaisir il y a 4 ans à recommencer pour un tome par an, l'été, c'est mon petit rituel et c'est trop bien. Je ne sais pas si vous avez des rituels, tiens, ça va être la question de la semaine que je ne pose plus, mais que je repose maintenant. Est-ce que vous avez des rituels de lecture? Est-ce qu'il y a un livre que vous relisez tous les ans, ou à chaque saison, ou est-ce qu'il y a un livre, je sais pas, que vous relisez régulièrement? Est-ce que vous avez une espèce de Madeleine de Proust redondante? C'est moche. Est-ce qu'il y a un livre que vous relisez régulièrement avec plaisir? Moi, j'aimerais beaucoup relire Comme un roman de Pénac, parce que c'est un livre qui, je crois que je l'ai déjà dit, hein, qui m'a vraiment transformée en tant que lectrice. Quand je l'ai découvert, je me suis dit, bordel, si j'avais lu ce bouquin quand j'avais 15 ans, mais j'aurais tellement dévoré les bouquins, en fait, parce que j'avais le droit à plein de choses dont on ne m'avait pas informé. Que tu as le droit de ne pas aimer un livre, tu as le droit de commencer un livre et de ne pas le finir, d'en lire juste un passage, tout ça. Et moi, pour moi, un livre, c'était du début à la fin, il faut que tu l'aimes, il faut que tu l'analyses en cours. C'était vraiment la contrainte absolue, quoi. Et quand j'ai découvert King, déjà, je me suis dit, oh, waouh, le gars ose des trucs, quand même. Et puis après, j'ai découvert Zola. Voilà, je suis toujours fan de Zola. Mais ça m'a ouvert des portes incroyables. Et je sais que si j'avais calé Comme un roman, si on m'avait parlé de ce bouquin, et encore, je crois qu'il n'était même pas sorti, en fait, quand j'étais ado, finalement. Mais en tout cas, si j'avais lu ce genre de bouquin-là, ou si on m'avait expliqué simplement, si j'avais eu la bonne personne en face de moi, une libraire, quelqu'un qui m'aurait dit, c'est pas grave, t'aimes pas lire, il n'y a pas de souci. Essaye ça, juste essaye ça. Moi, on m'a juste dit, tiens, tu lis, sans autre explication. Donc j'ai été, la lecture, c'est bon, merci. Mais j'y suis allée tout doucement par moi-même, et aussi parce que ma mère lisait toute la journée, tout le temps. Donc forcément, je suis tombée dedans à un moment donné. Mais je pense que vraiment, si j'avais eu le bon bouquin quand j'étais ado, j'aurais sauté le pas de la lecture beaucoup plus tôt, en fait, qu'à 30 ans, finalement. Mais je regrette absolument pas de l'avoir fait là. Et c'était le bon moment, finalement, quand je suis retombée dedans. Et c'était très bien. Et à la maison, il y a toujours eu des bouquins. Et j'ai toujours été très intéressée par l'orthographe et la grammaire. J'adorais les tournures de phrases un peu complexes, les mots un peu alambiqués, les participes passés. Je fais toujours des fautes en orthographe, mais j'aimais bien comprendre. Et ces mots, oui, un petit peu compliqués que ma mère lisait ou que j'entendais dans des conversations adultes, tout ça. J'aimais beaucoup ces mots-là. Et j'aime les mots, en fait, finalement, je pense. Et donc, je pense que naturellement, à un moment donné, je serais allée vers la lecture. Si ça n'avait pas été à 30 ans, ça aurait été peut-être après. Enfin, j'ai toujours été dans la lecture, finalement, même si je ne lisais pas quand j'étais jeune, ou très peu. Entre le moment où j'ai appris à lire jusqu'à 16 ans, vraiment, la lecture, pour moi, c'était une contrainte, en fait. C'est ma mère qui faisait mes fiches de lecture, pour la plupart. Candide... elle me l'a expliqué et je ne l'ai pas lu. Hein. Je l'ai lu quand j'étais adulte. Hein. Donc c'est elle qui m'avait fait le fil de lecture. Pareil pour Mon Bel Oranger. Pareil pour les Chouans en 4e au secours. L'Assommoir, on a étudié plusieurs passages. Je l'avais jamais lu en entier au lycée. Je l'ai relu il y a quelques années où là j'ai fait waouh, ok. Et je le relirai encore. Donc ça, par exemple, ça fait partie des bouquins que rituellement je sais que je vais relire dans ma vie. Comme un roman, je sais que je vais le relire. Et puis donc les Chroniques de San Francisco qui sont comme un petit rituel aussi pour moi pour... mon rituel de l'été, voilà, c'est ma petite chronique de San Francisco et je suis trop contente d'avoir fait ça. Bref, est-ce que vous avez des rituels de lecture? Peut-être. Pourquoi je vous parlais de Ernestine Maupin? Je ne sais plus. Bref, je vous prenais parce que j'ai 2 romans dans la boîte aux lettres, un de chez Pocket et un de chez Fleuve. Je ne suis pas partenaire Fleuve, mais je me suis dit, vu le format qui n'est pas très grand, c'est peut-être outre Fleuve. Vous savez, les fleuves de l'imaginaire, là j'ai lu La Régulation il n'y a pas longtemps, et du coup... je me dis peut-être que c'est un roman imaginaire. Le Pocket, lequel est-ce? Le Book Club de... Ah, cool! Camille 1815 de Armand Cléry. C'est une révélation Pocket. On l'avait vu lors du Book Club, justement, du petit déjeuner qu'on avait eu avec les équipes de Pocket. Au lendemain de Waterloo, les indomptables de la Grande Armée refusent la réédition, et se réfugient aux abords d'Orléans, alors que les Prussiens entrent dans Paris. Au cœur de cette débâcle, un homme voit enfin l'opportunité d'accomplir son ultime vengeance. Depuis des années, il sillonne l'Europe sur les talons de l'armée de l'empereur à la poursuite de l'un des soldats les plus redoutés, le légendaire cavalier Darpalis. Sous son armure qui résiste à tous les assauts, se dissimule Camille, héroïne amazone prête à tout pour ne pas se soumettre au roi. Mais la confrontation tant espérée est menacée quand Orléans devient le siège d'une guerre fratricide.
Ça a l'air hyper intéressant, historiquement très intéressant. Et je crois, alors cet ouvrage a reçu le prix Napoléon Ier, parce que je pense que ça doit être historique et super bien renseigné. Je ne sais pas du tout qui est Armand Cléry. Il a fait Le sang des Carnutes en 2018, Village Noir en 2021 et Camille 1815 à Héloïse d'Ormesson en 2024. Atchoum. Pardon. Donc voilà, merci beaucoup Pocket. Il vient de sortir chez Héloïse d'Ormesson, La Terre des Égorgés. Il nous dit quoi? Le temps des loups. Fin du Premier Empire. Atchoum. Oh, dis donc, pardon. Les autorités au service des Bourbons surveillent les agitateurs de tous bords depuis que des corps mutilés sur les rives de la Loire et dans la plaine de Beauce ravivent d'obscures légendes. La rumeur d'un monstre enfle comme la peur. Un jeune naturaliste associé à l'enquête relève des incohérences entre les attaques, mais il est loin d'imaginer ce qui se cache derrière ce mystère où se confondent complots politiques et fantasmes populaires. Voilà, donc les deux Armand Cléry ont l'air très tentants. Moi j'ai celui-là. Et merci beaucoup Pocket. Elle est belle cette couve. On découvre, on devine un Napoléon, mais une femme. Enfin bref, c'est plutôt pas mal fait. Voilà, merci Pocket. Il est sorti quand? Ah, il y en a deux. Il y en a deux et j'en ai qu'un. Oui, parce qu'il y a deux titres. Il y a Où l'amour demeure aussi de Sarah Winman. Voilà. Ces deux-là. Et bah j'en ai qu'un. Mais c'est pas grave du tout. Peut-être que je recevrai le deuxième demain. Je ne sais pas. Voilà. Ça c'est pour Pocket. Et Fleuve. Je ne sais pas ce qu'il envoie. Ouais, je pense que c'est autre Fleuve. Je suis presque sûre. Yes. Oh, qu'elle est belle. Oh, la couverture est magnifique. Oh. Ah, Aurélie Wallenstein, la fille du feu. Mais regardez-moi cette couve. Ah, c'est collé. Non, non. Pourquoi ils ont collé ça? Le communiqué de presse à l'intérieur a décollé. Regardez-moi cette beauté. C'est pas... Ah, voilà, c'est Aurélien Polis. J'en étais sûre. Oh, c'est trop beau. J'adore les couvertures d'Aurélien Polis. Franchement, il fait des merveilles. C'est magnifique. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, la harpiste des terres rouges sort chez Pocket. La couverture est absolument superbe aussi. D'ailleurs, je la préfère à celle que j'ai. Donc moi, je l'ai en grand format. Et du coup, là, j'ai son nouveau, La fille du feu, qui sort le 7 mai. Qui est sorti le 7 mai. C'est trop beau. Alors, Mia a tout perdu. Sa famille, ses amis, son foyer. La petite fille erre dans les plaines du Grand Nord, bien loin du bush australien dont elle est originaire. En elle, un feu brûle, puissant et indomptable. Quelques kilomètres plus loin, sous les tatouages d'animaux qui recouvrent son corps, Nathanaël cache les cicatrices et le traumatisme lié à l'incendie qu'il a happé enfant. Le musicien est venu dans le village inuit d'Ilusuak découvrir les traditions orales qui menacent de disparaître. Son guide, Kadzo, apprécie cet homme qui veut préserver le chant des siens. Mais sous ses dehors impassibles, il est lui aussi marqué par le feu. Lorsque Kadzo abat un ours affamé rôdant dans le village, les destinées de ces trois êtres écorchés entrent en collision. La traque sera sans merci, le feu consumera tout sur son passage. Un récit onirique hypnotique qui raconte la souffrance de la nature face à une machine humaine et porte une voix d'espoir. Ok, pourquoi pas. Je ne serais pas allée vers ça si je l'avais vu, mais il est très beau et pourquoi pas, ma foi. Je vais peut-être lire la harpiste avant, parce que peut-être que ça se passe en même temps, parce que là il y a le musicien Nathanaël. C'est pas... Il n'y a pas de lien? Je ne sais pas. Aucune idée. En tout cas, merci beaucoup Fleuve. Il est vraiment magnifique. Il est magnifique. Vous voyez tous les animaux? Alors ça c'est quoi? C'est un tatou? Là nous avons une hyène peut-être, un koala, un loup, un cerf et un aigle peut-être. C'est très beau, vraiment très beau. Chapeau, voilà, merci beaucoup Pocket et merci beaucoup Fleuve pour ces deux ouvrages. Moi je vous laisse, je vais boire mon petit thé, avancer la véritable histoire du Kraken que j'ai déjà avancé dans le métro, j'ai passé la moitié. J'ai pas mis de post-it mais c'est très intéressant. Et alors ce qui est marrant c'est qu'il parle de Marie Inning. Où est-ce que c'est? Marie, elle est où Marie? Oui, Marie Inning.
Oh, je vais y arriver. Parce que Mary Inning est une des premières à avoir découvert un squelette de dinosaure en Angleterre qui est raconté dans Prodigieuse créature de Tracy Chevalier, que j'ai adoré. C'est un ichthyosaure, voilà. Et je crois que c'est Mary Inning, Anning, pardon, Mary Ailing, A-N-N-I-N-G. Voilà, donc il en parle, parce que ça parle aussi de toutes ces créatures un peu oniriques dont on refuse de croire l'existence, croire qu'ils existent. Voilà. En fait, c'est pas que le kraken finalement, c'est toute l'histoire de ces animaux improbables qui ont été reniés durant de nombreuses années, qui ont été effacés des manuels parce que non, c'est trop grand, ça n'existe pas, c'est pas possible, parce que c'est plus fort que l'homme et donc ce n'est pas possible. Et j'aime bien, vraiment j'aime bien, je m'attendais pas à ça. Et c'est trop bien. Je suis page 147, il m'en reste allez, 70. Je vais essayer de le finir maintenant. Comme ça, demain j'attaque Zola. Voilà, on est dimanche matin et je viens conclure cette semaine de vlog et j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'ai terminé l'histoire du kraken. Je sais plus, je vous en ai parlé, je sais plus. Bref, j'ai fini. J'ai mis 4 post-it en tout, c'était assez intéressant mais assez digressif. Donc je peux comprendre que ce livre n'est pas une grande visibilité ni une grande attractivité. Néanmoins, je suis très contente de l'avoir lu parce que quand je l'avais reçu, il me tentait et je pense que toute seule dans une librairie avec ça, je me serais dit ah oui pourquoi pas et puis j'aurais passé mon chemin. Mais là, le fait de l'avoir dans ma page, je me suis dit bon allez c'est parti et du coup je suis bien contente de vous le présenter parce que c'est un livre qu'on ne voit pas du tout. Je l'ai même mis dans Babelio. Il n'y a pas la couverture en fait, c'est Slatkin, ça s'appelle l'histoire du gros calamar ou je sais pas quoi. Il n'y a pas, en fait il est nulle part, il n'est pas référencé le truc. il est sur Livre Addict, mais sur Babelio qui est plus gros a priori que Livre Addict, il n'y est pas. Donc je suis bien contente de vous le présenter. Il est chez Istia, il est en vente, il coûte 20 €. Et si vous voulez une histoire du poulpe dans l'histoire du monde et une histoire de vie à travers l'histoire de Fabio Genovesi, et ben voilà, tentez. Peut-être il est en médiathèque, mais encore une fois, vu qu'il n'est pas trop référencé, pas trop trouvable, peut-être que vous ne le trouverez pas en médiathèque, je ne sais pas. En tout cas, je suis bien contente, moi, de l'avoir lu. Je vous ferai une petite chronique, j'ai déjà fait ma photo. Donc voilà, sinon, j'ai commencé hier. Hier, les mystères de Marseille. Hier. Non, c'est 30. C'est 30, ok. Mon fils a découvert le mètre, donc il mesure absolument tout. J'ai lu hier 196 pages. Alors, il y a 20 pages de préface. Il y a 2 préfaces, en fait. La préface de comment il s'appelle, un mec qui préface, qui s'appelle Roger Martin, la préface de Zola première édition 1867 et la préface deuxième édition 1884, l'édition définitive. Donc là j'ai l'édition définitive de 1884. Nous suivons les mystères de Marseille. En fait Zola s'est inspiré de faits réels qui se sont passés à Marseille pour en faire une fresque, je ne vais pas dire historique parce qu'à son époque c'était contemporain, mais une fresque pour nous historique sur ce qui pouvait se passer à Marseille, des affaires qui auraient existé, d'un enlèvement, de spéculation, de tout ça, et il va en faire des héros et des héroïnes de son roman. On suit notamment au début Philippe Cayrol et Blanche de Canalis, qui sont un jeune couple, enfin lui a 30 ans, elle 16, et qui s'aiment d'amour et qui ne peuvent pas se marier parce que l'oncle de Blanche est totalement contre ce mariage, donc il fuit Marseille, et le frère de Philippe, qui s'appelle Martin, va tout faire pour un peu les protéger, et il va être embobiné dans toute une histoire qui va aller bien plus loin que ce qu'il imaginait, et on suit Martin, en fait, qui va, d'ailleurs Zola nous le dit, au début, rencontrons le véritable héros de cette histoire, c'est où ? Tout début je crois. Chapitre 5, non. 4, non. Peut-être 2. Ouais, ça doit être 2. Pas du tout. Peut-être dans le 1 finalement. Quand est-ce qu'on rencontre Marius? Pas du tout. Bon, il dit en fait c'est le véritable héros de cette histoire, Marius, hein, le frère donc. Je dis Marcus, Marius. Et après, là où j'en suis, donc dans la deuxième partie, on suit d'autres personnages, un banquier, tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une histoire un peu de spéculation. Je suis pas très fan de ce thème-là parce que vraiment j'y comprends rien. Les bourses, les trucs comme ça, je comprends rien. Donc le thé, c'est un maître. Oui, magnifique.
Et oui, donc j'y crois rien aux spéculations en bourse. Donc je suis un tout petit peu plus réticente à cette partie. Mais c'est intéressant, ça se lit super bien. Je prends quand même des notes sur le nom des personnages et leurs fonctions. Mais voilà, ça part un peu dans tous les sens. J'avoue que je suis un peu perdue. Il n'y a pas un fil conducteur ou alors je suis pas assez attentive, je ne sais pas. Je vais pas beaucoup pouvoir l'avancer aujourd'hui, mais demain, un peu. Mardi, et peut-être que j'aurai fini mercredi. Mais à l'allure où je l'ai lu hier, en fait, une fois que je suis dedans, ça coule tout seul, quoi. Donc, je suis bien contente de le lire et de le sortir de ma palle. C'est Audrey qui me l'avait offert. Merci beaucoup, Audrey. Voilà, pour celui-ci. Voilà, j'espère que vous, ça va, que vous avez fait de bonnes lectures. Et puis que vous me retrouverez avec plaisir la semaine prochaine. Voilà, à bientôt.